Madame, Monsieur, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Il nous vient du Cameroun, il est député de son pays. C'est lui qui préside le Parlement panafricain, institution qui devrait légiférer au nom du continent, mais qui aujourd'hui garde un rôle consultatif. Comment expliquer cela? Comment expliquer les nombreuses crises qu'il y a sur le continent? Que penser du passeport panafricain qui a été lancé depuis 2016, mais qui aujourd'hui n'est pas encore dans les mains des populations africaines? Alors, que penser aussi de la zone de libre-échange qui vient d'être lancée récemment lors du sommet de l'Union africaine? Autant de questions que nous allons voir avec notre invité, M. Roger Nkodo Dange, notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, le Parlement panafricain a organisé récemment à Brazzaville un sommet sur comment financer la recherche sur la santé et sur le sida. Grande rencontre qui a mobilisé assez de parlementaires et d'autres personnalités aussi. Mais que cherche le Parlement dans la recherche sur le financement de la recherche en santé? Je voudrais tout d'abord vous dire que le Parlement panafricain, organe de l'Union africaine, deviendra très tôt organe législatif pour le continent africain. L'Afrique a besoin d'un Parlement législatif, car beaucoup de sujets transversaux traversent notre continent. Nous avons tablé à Brazzaville sur le problème du financement de la santé. Notre rôle, c'est de faire le suivi de toutes les décisions que nos chefs d'État prennent. Aujourd'hui, on a parlé longuement sur la résolution d'Abuja qui demandait aux États africains de financer la santé à hauteur de 15% du revenu national brut. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que les pays africains n'arrivent pas à atteindre ce seuil. Et la maladie vient en Afrique à grands pas. L'Afrique aujourd'hui peut être considérée comme le candidat où beaucoup de femmes et d'hommes vivent avec le VIH-Sida. Il est question à l'aube du sommet mondial qui doit se tenir à Lyon en France que nous mobilisions nos États à financer, à participer à la levée des fonds pour que nous continuions à bénéficier de la générosité des autres. Mais au-delà de cela, il est aussi question pour nous de regarder dans nos budgets nationaux, parce que notre double appartenance en tant que député national et député au Parlement panafricain peut nous permettre de vérifier, lorsque nous allons élaborer les différents budgets au mois de novembre pour la plupart des pays africains, que nous puissions pousser les États africains. Je ne dis pas qu'ils partiront de 0% ou de 10% ou de 5% à 15%, mais que nous puissions pousser le budget de la santé. Mais est-ce que vous avez compris pourquoi les États n'arrivaient pas à honorer cet engagement d'Abuja? Les États n'arrivent pas à... Les pays africains font face à plusieurs crises. Aujourd'hui, on parle de plus en plus. Vous voulez les excuser déjà. Vous voulez les excuser déjà. Et pourtant, ils ne sont pas excusables. Nous parlons déjà de plus en plus de la crise sécuritaire, qui n'a pas de prix à payer. Mais également, ce n'est pas une excuse. Mais oui, parce qu'il n'y avait pas de crise sécuritaire hier et pourtant ils ne le faisaient pas. Mais je crois que ce qu'on doit admettre aujourd'hui, et c'est pour ça, c'est l'éveil. Nous sommes là pour rappeler nos chefs d'État à leurs engagements, de respecter les engagements qu'ils ont toujours rappeler. Bon, le rappel, mais on va devoir créer une institution. Cette réunion de Brazzaville aura pour avantage que nous sommes à la veille de l'élaboration des budgets nationaux et nous allons insister pour que la résolution d'Abuja soit prise en compte. En tout cas, on va devoir créer une institution uniquement pour faire des rappels à nos dirigeants parce qu'il faut prendre beaucoup d'engagement. Notre rôle, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Tu le sais, en tant que parlementaire. Vous pensez que vous contrôlez cette action-là vraiment? Mais voilà qu'on les rappelle à ce qu'ils ont décidé. On va pousser dans nos États à ce qu'ils respectent cet engagement, qui est d'ailleurs un engagement essentiel pour les populations africaines dont nous sommes les dignes représentants. Alors, je le disais tout à l'heure, qu'est-ce que le Parlement panafricain cherche dans la mobilisation de ressources par rapport à la santé? Par rapport au sida particulièrement, je voudrais revenir un peu là-dessus. Le financement, ce sera pour financer la recherche, surtout pour la médecine occidentale ou bien pour la médecine africaine? Nous ne cherchons pas autre chose que la santé de nos populations. Oui, mais c'est pour cette raison que nous disons, pour le moment, les seuls médicaments que nous recevons, c'est les médicaments occidentaux. Donc, oui, parce qu'on a voulu donner il est question de faire face, parce que vous savez qu'avec l'aide des partenaires, ces antirétroviraux, le coût a baissé, mais comme il y aura le Fonds mondial qui se réunit au mois d'octobre à Lyon, mais si nous ne participons, parce qu'ils ne nous envoient pas ça pour rien, les pays africains participent
la levée des fonds comme tous les autres pays, mais notre capital risque d'être moindre par rapport à notre nombre de malades. Donc le Parlement est là pour veiller à ce que les États continuent à supporter ce fonds. Tu me diras que c'est pour les pays, c'est pour les Occidentaux. Mais si aussi on peut prendre une partie de notre argent pour pousser la recherche au niveau du continent africain, ça serait une bonne chose. Nous, on n'exclut aucune piste. Mais ce que nous recherchons, c'est que les populations africaines soient... Vous n'excluez aucune piste et je voudrais profiter de cette phrase-là pour vous demander, est-ce que par rapport à cette recherche sur une solution pour le sida, est-ce que vous pensez que la solution peut venir un jour de l'Afrique? Il est d'abord question de savoir d'où vient cette maladie. Bon, c'est une maladie, la solution peut également venir de l'Afrique, mais je crois quand même que nos chercheurs ne font pas beaucoup d'efforts. Il me souviens à une époque, il y avait feu professeur à Noumango qui avait trouvé une formule pour réduire les CD4, mais il est décédé. J'en connais des gens qui parlent là. Mais l'Afrique, généralement, notre recherche reste beaucoup plus mystique. Et après, on vous amène la maladie sur le terrain des pratiques mystiques. Et là, les gens meurent de plus en plus parce que pour quelqu'un qui refuse les médicaments occidentaux, il meurt facilement parce qu'il va seulement dire que c'est le poison lent. Le poison lent, il ne prend rien, on lui fait avaler des potions qui le précipitent dans la tombe. Mais je crois qu'on s'en tient. Est-ce que ce n'est pas des idées arrêtées, par exemple? Ce n'est pas des idées reçues parce que le constat qu'on fait aujourd'hui, au début de la maladie, les Africains se sont précipités dans la recherche. Et quand on fait le point aujourd'hui, les premiers qui se sont précipités dans la recherche, ils ont dû abandonner complètement les recherches qu'ils faisaient. Non pas par volonté d'abandonner parce qu'ils avaient une forte pression. Ils avaient une forte pression. Aujourd'hui, ceux-là qui se permettent même de dire qu'ils essaient de trouver un remède par rapport à cela, ils se cachent. Ils se cachent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le remède ne viendra jamais de l'Afrique. Et toute personne il y a aujourd'hui des gens qui se font soigner chez les tradis praticiens africains, mais ils n'osent même pas lever leur petit doigt, ils se cachent. Le problème qui se pose, c'est que si ces gens, en fin de compte, qu'est-ce que ces gens font? Pour attester qu'ils sont en bonne santé, ils sont obligés d'aller dans les laboratoires des occidentales. Ce qui est des occidentaux, ce qui permet également d'annihiler les efforts des pratiques praticiens. Donc moi, je pense que le problème aujourd'hui, ce n'est pas vous êtes journaliste. Vous, au moins, vous pouvez avoir un témoignage éloquent pour dire que tel a fait des recherches, voilà à tel niveau il en est. Mais on se rend beaucoup plus compte. C'est comme l'hépatite, comme les hépatites, les ceci. Bon, les gens disent qu'ils soignent, mais en fin de compte, les gens finissent par mourir parce qu'un traitement à l'indigène, tu ne connais pas, ça n'a pas de dosage et les gens prennent ça, de plus en plus, les gens meurent. Donc, pour le moment, on s'en tient à ce qui maintient les gens en vie, bien que ça ne soit pas vous et moi, vous savez qu'on n'a pas encore trouvé le remède qui soigne le sida, mais je pense qu'on s'en tient aux médicaments des Occidentaux qui maintiennent quand même les gens en vie. Bon, hier, on a eu un témoignage à Brazzaville où un couple de séropositifs a donné naissance à un enfant qui n'est pas séropositif. Donc ça, c'est les efforts de la médecine occidentale. Mais nos praticiens ne nous ont jamais prouvé qu'au bout de leur traitement, l'homme s'est déclaré, le sida est parti complètement. Oui, mais justement, on aurait voulu que nous ayons notre propre laboratoire africain. Et la recherche de financement que vous faites, je serais très bien que ce soit orienté vers la construction de ce grand laboratoire africain, parce que tant que ce sera les Occidentaux qui vont juger de la qualité du travail fait par les chercheurs africains, il y a des doutes quand même à émettre. Il y a urgence en ce moment de continuer à maintenir les gens à vie. Parce qu'en Afrique vivent à peu près 7,5 millions de séropositifs. Le temps de mettre en place un laboratoire. Et vous connaissez bien les problèmes africains. Qui va accepter, qui va abriter ce laboratoire? Les études vont prendre du temps. C'est pour ça que nous, on dit, trouvons d'abord les moyens pour sauver les vies qui se posent. Mais la réflexion peut aller plus loin, comme vous le dites. Il faut arriver à mettre en place un laboratoire africain, qu'on expérimente tout en Afrique, avec les Africains. Et par là, on peut voir à quel résultat on va arriver. Mais pour le moment, l'urgence est de maintenir en vie ces 7 millions
des séropositifs. Monsieur le Président, en 2016, on a vu le président Paul Kagame du Rwanda et le président Idriss Déby du Tchad, alors président en exercice de l'Union africaine, exhiber leur passeport panafricain. C'était lors du sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Kigali. Oui. Mais dans le chronogramme qui a été donné, on devrait évoluer beaucoup. Et en 2018, les citoyens africains devraient déjà brandir eux-mêmes leur propre passeport. Mais pourquoi est-ce que ça n'a pas évolué comme on l'a voulu? La réponse, vous nous la donnerez, mais après cette pause, chers téléspectateurs, ne partez pas. On marque la pause et on vous retrouve dans quelques instants.